Salut Laurane. Salut Sandrine, comment tu vas? Bah ça va et toi, c'est toi qui étais de garde, comment ça s'est passé? Je t'ai emmené un petit café, t'es je sais que t'adores le café. Merci beaucoup. Bah écoute, la garde elle s'est bien passée, normalement mouvementée comme d'habitude, mais ça a été. Écoute, il m'est arrivé un truc hyper intéressant. Tu te rappelles Madame Sugar, la personne que tu as vue en consultation? Oui, Madame Sugar, oui, je me souviens très bien de cette patiente parce qu'elle est très sympa. De mémoire, une patiente diabétique depuis l'enfance, Exactement. sous insuline. On avait fait tout un bilan préconceptionnel, je me souviens, elle était parfaite, point de vue cœur, rétine, tout ça. Par contre, une petite surcharge pondérale. Une grossesse très 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 attendue, ça je me souviens bien, et je me souviens aussi que les diabétos l'avaient mis très rapidement sous pompe à insuline, et elle en était super contente. Qu'est-ce qui s'est passé avec Madame Sugar? Eh bien, en fait, elle a été déclenchée la nuit avant ma prise de garde, Ok, à 38 semaines, hein, comme recommandé dans son cas avec d'accord. son diabète. D'ailleurs, j'avais vérifié son taux d'hémoglobine, il était à 12 grammes, juste pour te dire en fait que l'injection de pharyngèque que tu avais fait pendant la consultation d'anesthésie pour sa carence martiale, ça a bien fonctionné. Donc Super. ça l'avait corrigé. Mhm. Donc écoute, dans la nuit, elle a commencé à se mettre en travail. Elle voulait pas la péridurale tout de suite. Donc elle préfère attendre. La sage-femme, elle a respecté son choix. Donc elle lui a mis un traitement antalgique intraveineux et dont le Nubin qu'elle n'a pas du tout supporté. Ah, oui. Alors, mais Madame Sugar, je me souviens qu'en consultation d'anesthésie, on avait parlé un petit peu toutes les complications du péripartum, dont l'intérêt de la péridurale pour le risque hémorragique, en cas de manœuvre obstétricale, etc. Et c'est vrai que je lui avais parlé aussi de l'optimisation de son hémoglobine pour le risque hémorragique. Et ôte-moi d'un doute, le Nubin, elle a dégueulé. Elle a vomi, mais vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Ouais. Donc on a fait le point avec l'obstétricien, vu le contexte, la douleur, on a dit il faut qu'elle passe en salle, on pose une péridurale pour qu'elle soit soulagée, puis il fallait que son travail avance avec l'instauration du Syntocine. Donc moi j'ai vérifié sa glycémie, 1,2 g par litre. En même temps, j'ai rappelé sa diabétologue pour qu'on se mette d'accord sur les cut-offs à respecter, donc 0,8 à 1,4 g par litre pour elle. Ouais. Et puis également, on a fait le point sur les réglages de sa pompe à insuline. Donc comme ça, tout était assez bordé. Donc moi, je lui pose sa péridurale. Écoute, qui se passe très bien. Pas d'hypotension. Ok. Écoute, elle s'est mise à vomir. Donc c'était pas expliqué par la pose de péridurale. Donc je lui ai fait un Zofren. Oui. Bah, écoute, moi j'aurais fait pareil, mais une question, elle avait pris un petit déjeuner avant que tu lui mettes la péri ou pas? Eh bien non, justement parce qu'elle était nauséeuse, elle vomissait. Ah oui, ouais. Et puis je t'avoue qu'on a été un peu débordés et c'est a posteriori que j'ai vu que le Biogédis, l'apport glucosé qu'on devait lui mettre, n'avait pas été mis en place. D'accord. Donc c'est vrai qu'on a eu une garde, comme d'habitude, péridurale, HPP, césarienne en urgence. Et quand enfin ça s'est calmé, que j'ai pu retourner vers elle, et ben forcément, on a commencé à me dire qu'elle avançait bien, mais qu'elle commençait à faire des anomalies du rythme. Mince, je sais pas pourquoi, je vois venir le truc. Ouais, mais moi aussi. À un moment, vous avez dû partir en césarienne, c'est ça? Exactement. Donc au préalable, quand même, j'avais fait le point pour sa péridurale pour être sûre que tout soit bien instauré et éviter une conversion sous anesthésie générale. Donc elle était bien installée à la péridurale. Et puis c'est vrai qu'elle continuait quand même à vomir. Je la trouvais un peu plus fatiguée. D'accord. Et puis le temps de réfléchir à ça, code orange, il fallait partir en césarienne. Ouais, c'est vrai, tu as bien fait de bien vérifier la péridurale parce que insuffisance d'analgésie pendant le travail, c'est insuffisance d'analgésie pendant la césarienne. Et alors pendant la césarienne, comment ça s'est passé? Initialement, ça allait bien. Et puis, pareil, elle a continué à vomir. D'accord. J'avais pas d'hypotension qui pouvait expliquer ça. Et donc là, j'ai vérifié la glycémie, 1,6, donc il commençait à monter. Et puis j'ai regardé aussi les réglages de la pompe à insuline et l'insuline de base qui commençait également à monter. Et donc là, j'ai fait tilt. Et donc je te pose la question, qu'est-ce que tu suspectes chez une patiente diabétique qui vomit et qui devient asthénique? Tu penses à quoi? Évidemment, on n'a qu'une idée en tête, c'est la complication de la femme enceinte diabétique, c'est l'acidocétose. Exactement. Et donc, tu as fait quoi alors? Et tout simplement, j'ai fait avec le matériel que j'avais en salle. J'ai pris une bandelette urinaire et puis j'ai pris des urines au niveau de la sonde. Super idée, Voilà. Et j'avais une cétonurie. C'était une J'avais le diagnostic. Voilà. Exactement. Avec une glycémie normale. Oui. Alors, je comprends ta problématique et ton questionnement ce matin parce que tu as fait le diagnostic d'une acidocétose diabétique chez une femme enceinte.
mais avec la particularité que la glycémie soit normale. Et c'est un diagnostic qui est super compliqué à faire. Mais justement, est-ce que toi qui as fait justement les CFE, tu peux m'expliquer pourquoi chez ces patientes enceintes, la glycémie reste normale? Oui, alors j'avoue que moi, la première fois que ça m'est arrivé, comme toi, j'ai un petit peu tourné autour avant le diagnostic et j'ai un petit peu aussi eu du mal à essayer d'expliquer la physiologie de tout ça. Et en fait, c'est vraiment la grossesse qui favorise ce type de choses. Donc, classiquement, l'acidocétose, on est d'accord, c'est un déséquilibre entre l'apport calorique et les besoins en insuline. Donc, dans l'acidocétose, tu n'as pas assez d'insuline, tu as plein de glucose, donc tu as une hyperglycémie avec une acidocétose. Chez les femmes enceintes, il se passe un truc vraiment très particulier pendant la grossesse. Au fur et à mesure que la grossesse avance, et surtout au 2e et au 3e trimestre, tu as l'augmentation des besoins en insuline et une grosse insulinorésistance. D'accord. Et chez la femme enceinte, ça entraîne une majoration de la lipolyse, une majoration de la production des acides gras libres et donc des corps cétoniques, de l'acétose. Ensuite, vraisemblablement, physiologiquement, il y a au moment de la grossesse une difficulté à bien tamponner son équilibre acido-basique. Ensuite, la situation dans laquelle tu étais, en fin de grossesse, avec la douleur, le stress, tu as une hyperventilation. L'hyperventilation favorise l'alcalose respiratoire, la baisse des bicarres et donc l'état d'acidose. Et dans encore ton cas, une situation de stress, de douleur, en plus les nausées dues au nubin, en fait, tu as un apport calorique qui diminue. Donc, tu as une dame qui a plein de besoins d'insuline, qui est dans une situation métabolique qui favorise l'acidose et l'acétose, et avec des apports glycémiques qui ne sont pas suffisants. Donc, tu as une acidocétose avec des glycémies qui sont ou normales ou à peine élevées. C'est exactement ton cas clinique. Il faut savoir que l'acidocétose dans la littérature, finalement, c'est pas si anodin que ça. C'est entre 0,5 jusqu'à 10% selon les cas. Donc, il faut quand même faire attention. Et il y a certains auteurs qui pensent que dans un tiers des cas, ça peut être une acidocétose à glycémie normale. Le cas que j'ai rencontré. Exactement. Bravo pour y avoir pensé. Alors, c'est des patientes hyper fragiles. L'acidocétose diabétique donc, est associée quand même à une morbimortalité maternelle non négligeable, mais aussi c'est associé à une mortalité néonatale qu'on estime entre 10 et 35%. Donc, il faut vraiment faire hyper gaffe. C'est majeur. Voilà. Et donc, tu as fait quoi alors pour la prendre en charge? Alors, premièrement, donc, j'ai fait un gaz du sang. Comme ça, j'avais le diagnostic. Super. Et puis, j'ai instauré le traitement symptomatique initialement. Alors, déjà, j'avais contacté quand même le collègue de réanimation qui avait plus de place. Très bien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai arrêté sa pompe à insuline, mis l'insuline IVSE, hyperhydratation, apport glucosé, correction de la kaliémie. Parfait. Bien entendu, j'ai pris contact avec sa diabétologue pour qu'on fasse le point. Et puis la patiente, elle s'est rapidement améliorée. Dès qu'elle allait mieux, elle a pu remanger. Et avec la diabétologue, on a pu faire le switch après en repassant sur sa pompe à insuline. Ouais. Bravo, écoute, travail d'équipe, bravo. Donc vraiment, c'est une urgence métabolique, thérapeutique que nous, médecins anesthésistes réanimateurs, on peut prendre en charge très, très facilement. Mais il faut y penser parce que c'est un diagnostic qui est super compliqué. Alors justement, Sandrine, est-ce que tu peux me dire quels sont les éléments que l'on doit mettre en place pour prendre en charge ces patientes en salle de naissance et éviter cette complication? Oui, alors ça fait partie des choses qu'on a discutées dans la consensus formalisé d'experts. D'une part, il faut veiller aux apports glucidiques pendant le travail. Malgré la pompe à insuline, il faut penser au G10, il faut penser au petit déjeuner du matin, tu l'as dit. Les boissons sucrées au cours du travail. Les boissons sucrées au cours du travail, exactement. C'est vraiment des patientes qui peuvent en bénéficier tout à fait. Ensuite, donc, le travail avec le diabéto pour optimiser la pompe à insuline quand elles en ont. Il ne faut pas oublier de vérifier régulièrement la glycémie. L'idéal, tu sais, c'est les capteurs de glycémie permanents là, qu'elles ont en transcutané, mais quand elles ont des pompes, souvent, elles ont ça c'est quand même hyper pratique. L'idéal, c'est d'avoir la possibilité de faire des cétonomies très rapides, donc des bandelettes. Et quand on n'a pas ce que tu as fait, c'est super. Tu fais une bandelette à la recherche d'une cétonurie, ça peut suffire pour faire le diagnostic. C'est un travail d'équipe. On a aussi beaucoup discuté, beaucoup insisté sur le fait que ces patientes doivent être surveillées avec le gynéco-obstétricien et le médecin anesthésiste sur place. C'est des patientes hyper fragiles, hyper à risque, qui peuvent faire à tout moment une complication obstétricale, une complication hémorragique,
une complication anesthésique et comme toi tu as eu une complication métabolique avec des larges indications de passage en USC, sont des patientes aussi qui nécessitent la présence aussi du pédiatre au moment de la naissance pour pallier aux complications néonatales. Donc une prise en charge qui doit être organisée dès le départ, dès le début de la conception, pendant la grossesse et une attention particulière en salle de naissance. Ouais, il y a un vrai travail d'équipe avec tous les acteurs de la périnatalité. Pour assurer la sécurité maternelle. Exactement. En tout cas, Laurent, bravo d'avoir fait ce super diagnostic finalement assez vite parce que c'est un diagnostic qui est vraiment pas facile. Écoute, merci beaucoup Sandrine. Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier Café Caro. On espère que ça vous a plu. En tout cas, avec Sandrine, on a adoré faire ça. Ouais. Et on a hâte de vous présenter d'autres cas cliniques qui nous est arrivé et partager notre expérience. N'hésitez pas d'ailleurs à communiquer avec nous pour nous faire part de certaines situations que vous aimeriez qu'on mette en avant pour en discuter. On le fera avec plaisir. On le fera avec plaisir. Ouais. Et puis, si vous voulez qu'on rediscute d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, mais surtout, par exemple, du diabète comme aujourd'hui, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à notre super congrès du 5 au 6 juin 2026 qui a lieu cette année dans une très belle ville, à Strasbourg. Voilà. Et toutes nos informations sont disponibles sur le site du Caro, caro-collège.fr. Et donc à bientôt pour un prochain Café Caro. À bientôt. À bientôt.